Bonjour à toutes et tous, moi je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je vais regarder l'heure pour ne pas faire de trop longs tunnels, mais en général moi je préfère quand c'est justement très interactif et quand les propos liminaires sont courts, parce que si vous êtes ici, c'est que vous avez des questions à poser ou en tout cas que le sujet vous interpelle, et puis moi j'ai à cœur de pouvoir échanger avec vous, dire un mot. Parce que Michel, on se connaît depuis quelques années finalement, bien avant que je me retrouve dans cette galère, si je puis dire, puisque j'avais fait le master, et je vois des anciens camarades de promotion, le master Tabuteau à Paris, et qui m'avait recommandé dans le cadre de mon mémoire d'aller voir un fin connaisseur du monde de la santé, qui se trouve que c'était un Isérois à l'époque, c'était Michel Hanoun. Donc on avait refait le monde chez toi d'ailleurs Michel, et puis sur la politique de santé en général. Et puis 2 ans après, je me suis retrouvé à siéger à mon tour à l'Assemblée nationale. Donc c'était évidemment avec plaisir que j'ai accepté ton invitation à venir ce matin. Bon, j'ai vu les outils numériques étant ce qu'ils sont, j'ai vu sur Twitter que quelqu'un râlait en disant qu'il fallait peut-être commencer à inviter des gens qui avaient une vision de terrain dans les réunions et des gens qui sont un petit peu neufs. Alors je ne sais pas si au bout de 2 ans et demi de politique nationale, je peux me considérer comme périmé ou déjà réac, mais en matière de politique de santé, mais j'espère pas. J'espère arriver à vous démontrer qu'on peut faire de la politique depuis 2 ans et demi à Paris, aimer passionnément le système de santé, travailler sur les textes depuis plusieurs années et en même temps pouvoir apporter des choses, des petites touches personnelles et puis aussi être un petit peu inventif. Alors que ce n'est pas évident dans notre pays parfois d'inventer et d'innover et de mener à bien les innovations. 2 ans et demi qu'on travaille. 2 ans et demi qu'on a une feuille de route qui s'appelle la stratégie nationale de santé, qui a été présentée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, il y a à peu près 1 an et demi. Une feuille de route extrêmement ambitieuse. Je crois qu'à l'époque où elle l'avait présentée, on entendait des voix monter en disant « mais que fait la gauche en matière de politique de santé? Qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien venir ». Et je me souviens, lorsqu'elle avait présenté cette feuille de route de la SNS, la stratégie nationale de santé, je l'appelais SNS, les journalistes qui étaient présents, les experts qui étaient présents, les syndicats qui étaient présents dans la salle avaient dit bon bah là on est plutôt bluffés parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette SNS. Tout d'abord une démarche qui était originale, qui était de se dire plutôt que de s'intéresser ou à l'hôpital, je salue Gérard Vincent, ou au libéral, ou à l'industrie, ou aux patients, on ne va pas segmenter un truc en AHP, ST. On va faire quelque chose qui va être tout simplement une feuille de route à partir des besoins de santé identifiés dans les territoires, à partir du constat que la médecine évolue, que les maladies chroniques explosent, que le vieillissement de la population nous rattrape, que les profils des malades ont changé, que le progrès technique médical est en train de nous submerger. Et il faut donc plutôt identifier des axes nécessitant l'intervention des pouvoirs publics et ensuite, à partir de ces axes-là, adapter le système pour qu'il colle au plus près des besoins des malades. C'est une démarche, quand on le dit, qui paraît assez cohérente, mais quand on regarde les dernières grandes lois santé de droite et de gauche, je crois que c'était la première fois que j'entendais parler d'une loi de santé publique qui serait au cœur de l'action publique, et pas plutôt l'inverse. La SNS parlait d'adapter notre système de santé aux objectifs de demain, de mettre en place des parcours de soins pour des malades chroniques. Un exemple, dans ma tête, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça veut dire que demain, vous êtes généraliste, vous faites un diagnostic, allez, je suis neurologue, de maladie de Parkinson, chez un patient de 50 ans qui travaille, dans la vie active, profession libérale. Vous lui faites le diagnostic de Parkinson, ça va vous prendre un petit peu de temps. Parfois, vous êtes assez fort et assez intéressé par la chose neurologique quand vous êtes généraliste, vous faites le diagnostic, vous risquez à mettre en place un traitement. Parfois, vous vous dites, j'ai besoin de passer par un neurologue. Ou à l'hôpital parce qu'il n'y a pas beaucoup de neurologues de ville autour de chez moi, ou j'ai un correspondant libéral qui est capable de prendre en charge le malade, qui va conforter le diagnostic, éventuellement réaliser un bilan paraclinique, et puis qui va pourquoi pas mettre en place un traitement si moi je ne me sens pas à l'aise pour le faire. Et puis si j'ai envie quand même de faire les choses moi-même, je vais quand même commencer à regarder s'il n'y a pas des référentiels, des algorithmes de décision médicale qui vont me permettre de prendre la bonne décision pour mon malade et de lui mettre en place le traitement. Mais vous vous dites, le patient vous dit, c'est bien, j'ai mon diagnostic et mon traitement, enfin moi je bosse aujourd'hui, je suis vétérinaire, j'ai une clinique vétérinaire. Dans 5 ans, est-ce que je l'ai encore? Dans 10 ans, est-ce que je l'ai encore? À quel moment je vais être hospitalisé? De quoi il faut que je me méfie? Vous m'avez parlé des risques liés aux agonistes dopaminergiques, qu'il faut faire attention à tous les troubles que ça peut entraîner, mais qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois dire à ma femme? Qu'est-ce que je dois dire à mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire comme démarche sociale pour l'avenir? Et toutes ces questions-là, il y a des médecins généralistes qui ont la possibilité, le temps, l'envie de le faire, d'y répondre, de prendre le temps avec le malade, quitte à le revoir et à le revoir, parce qu'en 23 €, évidemment, on ne fait pas tout ça.
Et puis, il y a des médecins qui se disent que ça va être le neurologue qui va le faire. Il y a des neurologues qui ont le temps pour le faire ou qui prennent le temps pour le faire. Mais à nouveau, les consultations sont très longues et c'est du temps clinique. Donc, ce n'est pas du temps très bien rémunéré. Donc, au bout d'un moment, la consultation nécessite d'être dédoublée ou triplée parce que ça devient compliqué pour répondre à tout. Et puis, il y a des médecins qui disent, moi, je préférerais avoir une infirmière clinicienne qui puisse faire de l'éducation thérapeutique pour mon malade, pour lui expliquer pourquoi le traitement que je vais lui mettre en place va l'aider, mais pourquoi il faut qu'il fasse attention. Je préférerais avoir une assistante sociale qui est spécialisée dans les maladies chez les patients assez jeunes, les maladies chroniques, et qui va pouvoir anticiper les besoins de mon malade. Puis je préférerais avoir un acteur de réseau, ou de service territorial, pourquoi pas, qui soit capable de faire le lien aujourd'hui entre la ville et l'hôpital, de façon à s'assurer que si mon malade est hospitalisé dans 6 mois parce qu'il déconne sur le plan neurologique ou sur un autre plan clinique, je serai, moi, médecin, au courant, on va dire, dans les 48 heures qu'il a été hospitalisé et de ce qui lui est arrivé, et je ne vais pas l'apprendre quasiment par hasard 6 mois plus tard. Donc la stratégie de santé, c'est de se dire comment est-ce que les pouvoirs publics mettent à disposition des professionnels de santé un système congruent, un truc qui tourne, un truc qui soit souple et qui permette de prendre en charge les malades de A à Z. Si je veux même pousser un peu le trait, un parcours de santé réussi, dans le cadre de la SNS, ce serait un insuffisant rénal qui n'irait jamais aux urgences, un insuffisant cardiaque qui n'irait jamais aux urgences, puisque vous auriez une prise en charge de A à Z de votre maladie chronique, ce qui veut dire que si vous êtes en phase de décompensation, vous n'allez pas aller aux urgences médicales d'un hôpital général, vous, entre guillemets, vous entassez avec les autres malades qui viennent pour des pathologies infectieuses alors que vous avez une fragilité organique connue, et vous allez être pris en charge dans une filière d'urgence d'une maladie chronique. Alors pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut, une fois qu'on a fait ce diagnostic? Parce que ça, c'était plutôt sympa. Mais c'est quand on rentre dans le détail et quand on essaye de mettre en pratique que ça se complexifie. Ce qu'il nous faut, c'est d'abord des nouveaux métiers de la santé. J'ai parlé d'infirmières cliniciennes, d'acteurs du médico-social. Quand on regarde à l'étranger, il y en a, hein. Aux États-Unis, ils ont les physician assistants, qui sont des Bac+5, qui vont aider les chirurgiens ou certains médecins. On a aussi les nurse practitioners, comme on peut en trouver dans certains pays anglo-saxons. En France, on a le métier d'infirmière clinicienne en oncologie. On en a parfois dans des surspécialités, dans des gros hôpitaux, souvent universitaires, même si ça se développe beaucoup à l'hôpital, rarement pour la ville, même si on voit apparaître des premières infirmières de réseau qui ont une compétence particulière et qui sont capables de participer pleinement à la prise en charge d'un malade chronique, il y a quand même un modèle à inventer. Et la ministre a parlé d'ailleurs de formation, de profession de formation intermédiaire entre le Bac+3 et le Bac+12. Je pense qu'il y a de la place. Quand on voit les revendications assez justes des paramédicaux, des kinés, des orthophonistes, des infirmières puéricultrices, et puis demain d'autres disciplines paramédicales, qui demandent à pouvoir faire des études supplémentaires, pas forcément tout le monde, mais qui demandent pour certains ou certaines à avoir accès à un master 2, un doctorat pour faire de la recherche clinique, pour améliorer les pratiques cliniques dans le pays et dans leur discipline, c'est intéressant. Donc essayer de sortir du carcan très pyramidal du médecin qui est tout en haut et puis des paramèdes qui, sauf exception, sont à un niveau d'études entre 3 et 4 années, c'est plutôt intéressant. Et quand on regarde à l'étranger, ça se fait quand même beaucoup. Donc, nouveau métier de la santé, profession intermédiaire. Mais quand on parle de ça, ça veut dire qu'on va parler, on ouvre la boîte des pratiques avancées. C'est-à-dire qu'on va parler du transfert de compétences. Pratique avancée, c'est ce qui a remplacé le dilemme entre délégation de tâches et transfert de compétences. Les pratiques avancées, c'est la capacité de dédier une partie de l'activité médicale à un professionnel paramédical dûment formé. Mais quand on se dit ça, c'est plutôt sympa. Quand on aborde la question des pratiques avancées sous l'angle de l'infirmière qui va faire un rappel vaccinal ou de la sage-femme qui va prescrire un patch nicotinique, on se dit, bon, c'est plutôt du bon sens. Et c'est du bon sens. Ce sont des actes qui peuvent être réalisés par des professionnels formés paramédicaux. Mais quand on se place du côté du médecin, c'est là que le bât blesse. C'est que quand vous prenez un médecin généraliste et que vous allez lui enlever des actes courts, des actes techniques, une partie de son métier, et que vous allez lui dire, bon, ça, c'est plus à toi de le faire, on va le confier à un tel. Si on fait que ça, si on s'arrête là, on fait une erreur. Parce que pour le médecin, il a l'impression qu'on le déshabille petit à petit, qu'on le saucissonne, qu'on lui enlève une partie de ses prérogatives et qu'on va les donner à quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, il faut penser ça en termes de coopération. C'est une filière globale de prise en charge dans laquelle peuvent participer les médecins et les paramédicaux et peuvent se répartir les rôles. À l'étranger, ils ont plus de simplicité pour le faire parce que beaucoup de médecins arrivent à salarier des paramédicaux ou alors il y a des partages d'honoraires, etc. En France, il y a un modèle à inventer. Et ça, je pense que si on veut pouvoir avancer sur la question des pratiques avancées, il faut qu'on puisse répondre à cette question-là et donc on fasse appel aussi à l'inventivité et à la capacité de négociation des acteurs du terrain. Ensuite, quand on parle de ces parcours de santé, il faut pouvoir les identifier. Identifier les priorités de santé publique dans un territoire
On peut demander à une ARS de le faire. Moi, je pense que c'est assez illusoire d'espérer qu'une ARS, avec la meilleure volonté du monde, puisse faire plus que ce qu'elle essaye de faire déjà aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre en place les priorités de santé publique qui lui sont dictées par Paris. Les ARS, elles ont besoin des acteurs de terrain. Elles ont besoin des remontées du terrain. Par exemple, dans un territoire, se dire, bon, quel est l'état de la prise en charge de l'insuffisance rénale dans notre territoire, dans notre bassin de vie? On va demander aux professionnels de nous dire. Parce que nous, on a des stats qui ne sont pas forcément très rassurantes. On a des remontées de patients qui disent que les délais de prise en charge sont longs. On voit que pour la mise en place de fistules artério-veineuses pour démarrer des dialyses, ça peut être un peu compliqué. On voit qu'il y a une structure associative qui fait de la dialyse qui ne va pas très bien financièrement. On voit qu'il y a un groupe privé qui est en train de monter à côté et qui voudrait faire davantage de domicile. Comment est-ce qu'on fait? L'ARS, quel est le rôle de l'ARS là-dedans? Elle est peut-être de commencer par réunir les acteurs autour de la table et leur dire on a un objectif, c'est de faire en sorte qu'on soigne mieux demain les insuffisances rénales qu'on le fait aujourd'hui. Puisque ailleurs, ça se passe mieux que chez nous. Donc essayons de réfléchir ensemble et on vous invite, nous, ARS, à venir travailler avec nous un projet de territoire pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Et nous, l'organisme financeur, on va être capable de mettre derrière un coup de main, notamment financier, pour vous aider à porter un projet. De là a émergé l'idée du service territorial de santé au public, qui n'est pas un service public de santé, qui est un service intégré de santé qui fait appel à toutes les bonnes volontés, à tous les acteurs de terrain, pour essayer de mieux soigner les gens. Et quand on rentre dans le détail de la loi, on voit que c'est beaucoup plus compliqué à dessiner. C'est plus compliqué à dessiner parce que rapidement, quand on fait une loi, on va être assez techno et on va avoir tendance à toujours favoriser la tutelle administrative, quitte parfois à trahir un peu l'esprit du texte. Et c'est pour ça que le texte sur cette question du service territorial, vous avez peut-être vu, en tout cas vous en avez forcément entendu parler, va être retravaillé, rediscuté avec les professionnels, de façon à faire davantage ressortir la notion d'initiative des professionnels de terrain, de façon à présenter davantage l'ARS comme un accompagnateur plutôt que comme un organisateur extrêmement strict et sévère. Et je pense que les choses tourneront beaucoup mieux. D'autant que l'ARS n'aura pas demain de levier coercitif d'organisation supplémentaire par rapport à ce qu'elle a aujourd'hui. Moi, quand j'ai eu les premières réunions avec le cabinet il y a 1 an et demi sur la loi santé, on m'a parlé de service territorial, j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que vous comptez rendre le volet ambulatoire du SROS, du schéma régional d'organisation des soins, est-ce que ce volet ambulatoire, vous le rendez opposable ou pas? Si vous le rendez opposable, ça veut dire que vous donnez à l'ARS un levier coercitif sur la répartition, sur l'offre, l'organisation des soins. Si vous ne le rendez pas opposable, ça veut dire qu'on va être dans l'accompagnement est dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique, ce pourquoi je plaide. Et donc on m'a dit, ce ne sera pas un volet opposable. Donc voilà, le volet du SROS n'est pas opposable dans la loi, même si ça ne s'appelle plus comme ça. Ensuite, quand on commence à parler de cette filière de prise en charge, je vous ai parlé de ville, je vous ai parlé d'hôpital, je vous ai parlé d'acteurs de santé, paramèdes, médecins, il faut penser bien sûr à la place des malades dans le système. On a eu la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades, qui a créé ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Il faut peut-être tendre demain vers un acte 2 de la démocratie sanitaire. Et pour ces raisons, pour y arriver, il faut donner davantage d'indicateurs aux usagers du système de soins pour qu'ils puissent davantage se décider. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'objectif vers lequel on devrait tendre? Je vais vous donner un exemple très concret. J'étais à l'hôpital lundi. J'ai eu un coup de fil d'un ami d'amis qui m'a appelé en disant « Ma mère est dans tel bassin qui est en Isère. Elle a fait un AVC. Où est-ce qu'elle doit aller? Où est-ce qu'elle doit aller? Parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, je suis en mesure de lui dire là où il faut aller, mais aussi là où il ne faut pas aller. Dans le domaine de l'AVC, c'est assez simple. Je peux lui dire où il y a une unité neurovasculaire et elle aura 60% de chances de plus de sortir sur ses deux pieds ou avec le moindre de séquelles. Dans le domaine de l'orthopédie, quand on m'appelle pour dire « Tu connais pas un ortho qui opère bien les hanches et qui ne va pas bousiller ma grand-mère ?» même si les orthopédistes ne bousillent pas, hein, attention à ce que je dis. Mais en gros c'est un peu les questions qu'on pose. Est-ce que tu connais un bon orthopédiste qui est capable de l'opérer et de faire en sorte qu'elle sorte comme un charme de l'hôpital? On va plutôt dire ça. Et donc ça pose un problème. Ça veut dire que l'accessibilité des informations n'est pas disponible, n'est pas assurée pour l'ensemble des malades sur le territoire. Moi, ça me pose un problème. Je ne sais pas si vous, ça vous pose un problème. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on a en termes d'évaluation des systèmes de soins aujourd'hui? On a Le Point, Le Figaro. Moi, j'ai rempli un auto-questionnaire pour Le Point chaque année, parce que j'ai ouvert un hôpital de jour de neurologie. C'est un auto-questionnaire dans lequel je rentre le nombre de malades. Est-ce que j'ai une IRM la nuit? Est-ce que j'ai un kiné qui est présent? Est-ce que j'ai une orthophoniste? Combien de malades de sclérose en plaques j'ai?
je renvoie ça par mail, ça prend 5 minutes, et puis 6 mois plus tard, ça sort, je suis classé 4e national, super unité. Alors, je suis très content de l'apprendre. Est-ce que c'est véritablement ce qui est une garantie pour les malades neurologiques que c'est ici qu'il faut venir se faire soigner et pas forcément ailleurs? Quand on voit les taux de fuite de certains établissements, qu'ils soient publics ou privés, avec des taux de fuite parfois de 60-70% dans les services de chirurgie, quand on voit ce que ça provoque en termes de bouleversement de la carte hospitalière, que les patients qu'on appelle les patients votent avec les pieds, des fois ils préfèrent faire 20 bornes de plus pour aller se faire opérer à un endroit que rester, de se faire opérer à côté de chez eux. Et tout ça, ça existe, et on le sait. Quand on regarde sur les forums internet, on voit bien que les gens, ils ont envie d'avoir un peu des informations, de l'évaluation, etc. Donc, moi, je pense que l'acteur public, il doit être là pour encadrer les choses, de façon à ce que ça ne parte pas dans des notations complètement aberrantes, mais être capable de donner la juste information aux usagers pour leur permettre de décider là où ils seront soignés. Vous voyez, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs volets. Et je vous fais l'impasse sur la liste exhaustive de la SNS, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Peut-être vous dire un mot de la loi. La loi, ce n'est pas la réalisation pleine et complète de la stratégie de santé. Si je vous le disais, vous me prendriez pour une langue de bois, et Michel a dit que je ne l'étais pas. Je vais essayer d'être à la honneur de la confiance que tu me fais. La loi, d'abord, pourquoi est-ce que la loi santé, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la SNS? D'abord parce que la SNS, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de nature législative. Ensuite, parce qu'une loi de santé, c'est toujours très compliqué. Et même quand on prend le temps de la concertation, même quand on essaye d'expliquer, qu'on fasse des états généraux, des grandes conférences régionales ou nationales de santé avant de démarrer, c'est toujours très compliqué. Parce que quand on rentre dans le détail, le diable se cache dans les détails, et on a quand même des corporations dans le monde de la santé, parce qu'ils sont très attachés à leur système de santé, qui ont tendance à dépister les diables, même des fois là où celui qui a écrit la loi ne le voit pas forcément. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais la loi de santé, elle est répartie en plusieurs parties, plusieurs chapitres. Il y a le chapitre prévention, éducation, promotion de la santé, dont je suis le rapporteur, qui vise à accentuer les campagnes et les programmes de prévention et les outils de prévention sur des secteurs aussi vastes que le tabac, l'alcool, la pollution, ce genre de choses-là. On a dans cette partie-là aussi un programme d'éducation à la santé, mais c'est compliqué. Je ne sais pas encore complètement comment on va faire atterrir le truc. Moi, je voudrais bien qu'il y ait un parcours éducatif de santé à l'école et un parcours santé scolaire. C'est deux parcours distincts, parcours éducatif ayant pour vocation à apprendre aux gamins quelques rudiments en matière de capacité à prendre soin d'eux, parce que je pense qu'on a trop éloigné les usagers du soin de la capacité de connaître un minimum leur corps et d'être capable de prendre des décisions pour eux-mêmes. Ce qu'on voit d'ailleurs ressortir dans la polémique sur le tiers payant, c'est qu'on dit « vous allez déresponsabiliser les gens ». Ouais, mais oui, ils vont aller chez le médecin à chaque fois qu'ils seront malades, alors que des fois, déjà qu'ils y vont souvent. Ouais, mais est-ce qu'on leur a appris que s'ils ont une angine, que dans 90% des cas c'est viral, ils ne sont peut-être pas obligés de se ruer chez le médecin tout de suite? Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un virus et qu'une angine, en dehors des campagnes publicitaires grand public? Est-ce que quand j'explique à un patient qui a fait un AVC, arrêtez de fumer, il me regarde en me disant « oui, mais vous avez raison, il faut que j'arrête ». Je m'en veux. Je suis en train de lui donner une morale, en lui disant, je lui sers la morale, en lui disant ne fumez pas, c'est dangereux pour vous. Mais quand on prend le temps de montrer ce que c'est qu'une artère, pourquoi le tabac va faire saignoter l'artère, pourquoi ça fait des petites croûtes quand le sucre et la graisse s'accumulent avec la tension qui fait que les plaies augmentent et que ça forme une croûte qui petit à petit grossit et bouche l'artère, le patient il sort de là, je peux vous dire que c'est plus efficace. Donc je pense qu'avec les ados, il ne faut pas qu'on les prenne non plus pour ce qu'ils ne sont pas, quoi. On peut être capable d'expliquer, je prends souvent cet exemple, désolé je me répète, mais je pense qu'on peut expliquer davantage de choses sur l'anatomie de l'artère humaine à un ado que de lui apprendre comment est composée l'anatomie de l'œil de bœuf. Parce que moi j'ai disséqué un œil de bœuf, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une artère et pourquoi il ne fallait pas fumer quand je suis sorti de l'école. Donc tout ça, ça nécessite des arbitrages. Bon, ça c'est la partie 1, je vous la fais courte. La partie 2, c'est une petite partie sur l'organisation professionnelle en ville et à l'hôpital, le tiers payant et tout ça dont on ne parlera évidemment pas. Une partie 3 qui va parler de démocratie sanitaire, justement pour le droit des malades, qui va parler d'un truc qui est important, qui va être les actions de groupe. Même si j'ai encore un petit peu de mal des fois à voir exactement où on va, ce que ça va donner en pratique. Il faut être assez vigilant pour ne pas créer trop de procédures, mais je pense que c'est une mesure qui est importante et qui est attendue de la part des Français, c'est class action en matière de santé. Il y a un article sur les données de santé qui, pour être tout à fait franc avec vous, risque de beaucoup évolué au cours du débat. Ça, c'est un sujet passionnant. Les données de santé, je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé à la question, mais c'est un truc génial. Parce qu'on va vivre une explosion des maladies chroniques, parce qu'on vit une vraie révolution de la médecine. Pensez que cette année, on a greffé un cœur artificiel, on a greffé un utérus.
Larry Page pour Google nous dit qu'il fait avaler des nanocapteurs qui vont prévenir 10 ans avant du vieillissement cellulaire anormal. On est capable peut-être de diagnostiquer demain un cancer des poumons avec des tests sanguins. On vous fait un codage du génome, un décodage du génome complet en moins d'1 heure pour $100, quand on sait que le premier décodage a coûté, je crois, 3 milliards de dollars et a pris 30 ans. Enfin, on voit bien qu'il y a un truc qui est en train d'évoluer, quoi. Et on se dit que la médecine de demain, ce ne sera plus un diagnostic clinique, des examens bio et des examens d'imagerie. Il y aura aussi à prendre en compte la génomique, la particularité du patient, quand on va parler de traitements personnalisés, prédictifs, etc. Quand on commence à parler de biotech, de medtech, on va avoir besoin de faire évoluer tout ça. Et pour ça, on a besoin d'avoir un grand nombre de données de santé pour établir à la fois des algorithmes décisionnels, mais également pour arriver à cadrer dans quel sens on fait partir la recherche. Donc il faut améliorer l'accès, mais c'est très très compliqué. Parce que d'un côté, vous avez des gens qui vous disent, et ils ont raison, attention, les données de santé, ça peut aussi servir à faire la sélection des risques. Moi, je suis très attaché à la Sécu. L'idée qu'on donne à des acteurs assurantiels la possibilité demain de moduler des primes d'assurance en fonction de telle ou telle donnée qu'ils auraient pu exploiter, ça pour moi, c'est impossible, c'est inenvisageable, c'est contraire à mon éthique politique. Et puis, il faut aussi éviter, évidemment, de donner à des labos la possibilité d'aller refaire des études sur des données pour ensuite aller démarcher les médecins pour dire, regardez, les études de la chaise vous disent ça, mais nous, on a vu qu'en pratique, c'est ça. Ça, c'est les pièges qu'il faut éviter. Mais sinon, en dehors de ça, il faut qu'on soit capable de donner accès aux chercheurs, aux industriels, publics et privés, des données anonymisées pour permettre de faire progresser la science. Ça me paraît être important. Donc, c'est tout un savant équilibre. Si vous rajoutez à ça la complexité de l'interprétation et de l'exploitation des données de la CNAM, c'est-à-dire les données SNIRAM, qu'il faut en moyenne 8 mois de formation pour être capable de commencer à comprendre, on se dit que le sujet n'est pas complètement bouclé, mais on ouvre la base à des discussions sérieuses et des belles avancées dans la loi. Et puis, une dernière partie qui est la partie innovation des métiers, innovation des pratiques, innovation des professions dans lesquelles on va traiter ces questions de pratiques avancées, de transfert de compétences, de nouveaux métiers. Et j'oublie sûrement plein de trucs parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette loi, mais sachez qu'on a vocation à l'enrichir. On a ici un texte qui, pour certains articles, se contente d'ouvrir la possibilité d'en discuter avec des amendements qui viendront de la part du gouvernement, des amendements qui viendront de la part des parlementaires pour enrichir le texte et il va y avoir beaucoup de débats. De droite et de gauche, tout le monde attend. Ça fait 2 ans et demi qu'on est prêt, qu'on a envie de bosser sur une loi de santé, qu'on a envie de réformer le système de santé pour améliorer les choses dans le pays. Certains vont aller à la castagne, d'autres vont aller à la discussion constructive. Je dirais que c'est le jeu parlementaire, mais tout le monde a des trucs à dire. Moi, je vois arriver une foule d'amendements sur ma boîte mail et le nombre de députés de tous bords qui m'appellent en disant qu'il faut qu'on se voit et qu'on se cale une réunion pour voir ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, santé et sport, santé et accidents de la vie, personnes âgées, autonomie, etc. Donc on va avoir un beau débat qui va démarrer dans quelques semaines maintenant, le temps, j'espère, de boucler le conflit social, le dossier social qui occupe beaucoup la ministre depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rébarbatif dans l'énumération de la loi. Non, mais si la loi ressemblait à ce que tu dis, il n'y aurait aucune espèce de problème. T'as pas un petit verre d'eau? Oui, on va te trouver ça. Donnez-lui un verre d'eau. Un jus de fruits, parce que c'est bon pour la vitamine C le matin. Donc, tu veux pas du café? Non. Oh, t'inquiète pas, j'en bois assez. C'est pas bon pour ce que tu as. J'en suis inquiet. Donc, je vais laisser Alain Marié te poser la première question. Oui. Bah, je ne sais pas par où commencer, parce que vous avez quand même balayé large. Hein? Alors, vous avez commencé en disant que vous étiez un homme de terrain. Et puis vous avez embrayé sur la loi et donc sur des choses qu'on a déjà un peu entendues. Moi, qui suis moins jeune que vous, je l'ai déjà entendu. Ouais. Donc des choses idéales, et j'espère qu'elles ne sont pas idéales, c'est-à-dire, j'allais dire, une harmonisation des choses entre la ville et l'hôpital, notamment. Alors je vais m'attacher à un cas précis. Vous avez parlé de la sclérose en plaques. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler concrètement des vrais problèmes? Vous savez mieux que moi qu'un patient ou une patiente qui a une sclérose en plaques, on est face à un phénomène d'hyperspécialisation avec des gens qu'on voit très peu. Et entre-temps, je n'ai pas l'impression que ça soit bien organisé pour que les généralistes, les paramédicaux aient un rôle optimal pour la gestion de l'entre 6 mois. Et donc, je n'ai pas l'impression que ça bouge tellement. Je ne voudrais pas jeter un pavé dans la mare. Bon, alors je ne parle pas du contexte, j'allais dire, polémique actuel. Mais dans la vraie vie, je n'ai pas l'impression que la vie des patients évolue dans le bon sens.
est-ce qu'il ne faudrait pas partir des cas concrets en disant qui peut apporter quoi? Et puis, si on veut que les généralistes et les paramédicaux s'occupent de sclérose en plaques, il faudrait peut-être leur en parler plus, puisqu'on ne leur en parle jamais. Donc, alors, je vous prends la balle au bon. Parlons du terrain, parlons d'un cas précis. Comment peut-on faire bouger les choses dans les mentalités et dans les faits et dans les remboursements? Bah écoutez, je vais vous donner un exemple que je connais bien, qui est l'exemple grenoblois, pardon, mais si vous voulez du terrain, pour le coup, merci de me lancer sur ce sujet-là. Grenoble est une belle ville avec un beau service de neurologie en CHU, de pointe, des bons neurologues de ville. On a notamment un excellent neurologue libéral qui reçoit beaucoup de malades qui ont une sclérose en plaques et qui les reçoit au-delà même du cadre régional, un neurologue libéral, et qui intervient dans beaucoup de congrès, qui va dans le monde entier, qui travaille sur des questions de recherche, qui participe aux projets de recherche clinique, etc. Au CHU, historiquement, c'était plus porté sur les troubles du mouvement, le vasculaire, l'épilepsie, que sur la sclérose en plaques. Un jeune médecin est arrivé, un copain à moi, et lui s'est vraiment intéressé à la question de la sclérose en plaques. Il trouvait que ça manquait un peu à l'hôpital. Il est allé voir son collègue de ville, il s'est un peu formé à ses côtés, ils ont travaillé ensemble, et il s'est dit, je vais monter le pendant en structure de ce que tu fais en ville à l'hôpital. Non pas pour être en concurrence, mais plutôt en étant complémentaire. Ça a intéressé le neurologue de ville parce qu'à l'époque sortaient des nouveaux traitements ultra innovants de prescription médicale hospitalière. Il a monté la structure. Puis il est venu me voir en disant, écoute, on a un souci, on se rend compte que beaucoup de patients qui ont une sclérose en plaques vont, quand ils ont une poussée, aller dans une clinique ou une structure associative où il n'y a pas de neurologue. Mais s'ils y vont, c'est parce qu'on les prend. Alors qu'à l'hôpital, on est bouché. Comment on fait? Il faut qu'on bosse ensemble. Et moi, j'ai monté un hôpital de jour en neuro qui reçoit 4000 malades par an. Quand j'étais assistant chef de clinique, et l'hôpital de jour, il avait pour feuille de route, numéro 1, quoi qu'il arrive, le patient qui a besoin d'être admis à l'hôpital, il y sera admis dans la demi-journée. Et vous avez eu tout d'un coup les patients qui ont été adressés par la ville à l'hôpital, en hôpital de jour de neurologie, pour avoir leur bolus, pour qu'on mette en place des traitements par perfusion. En échange de quoi, on renvoyait systématiquement le malade à la fois vers son neurologue de ville, à la fois vers le médecin traitant, avec un courrier type, et parfois en appelant le médecin généraliste, en lui disant, voilà, le malade a été hospitalisé, voilà ce qu'on peut faire dans la suite, ce qu'il faut évoquer sur le plan professionnel, l'arrêt de travail, etc. On a réussi, parce que ça marchait bien, au bout d'un an et demi, à négocier un temps de psychoclinicienne payé par un labo. Ben oui, psychoclinicienne payée par un labo en CHU quand on veut faire de la bonne médecine. C'est compliqué parce que les psychocliniciennes ne sont pas des professionnels de santé. Donc quand un hôpital embauche une psychologue clinicienne, il n'y a pas d'acte à mettre en regard de ce truc-là. Donc c'est un cas particulier, mais c'est un des nombreux cas particuliers qui fait que la santé, c'est compliqué. Elle a décidé de monter une école de la CEP où elle réunit tous les nouveaux diagnostics qui sont faits en ville et à l'hôpital, pour leur expliquer les choses et commencer à les suivre dans la durée. Et puis ensuite, on allait chercher un urologue, un en ville et un à l'hôpital, pour faire les bilans urodynamiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une prise en charge qui laissait encore un peu à désirer pour ces patients sclérose en plaques qui ont parfois des dysuries. Et petit à petit, une forme de réseau qui tait son nom s'est montée, et vraiment reposant sur les deux leviers que sont le levier hospitalier et le levier de ville. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir s'il ne faut pas nous-mêmes avoir cette démarche d'aller vers l'ESPIC, qui n'est pas très loin du CHU, qui a des capacités d'accueil aussi en médecine, pour leur dire, si vous voulez, il faut peut-être qu'on commence à partager du temps médical. Ça a du sens de faire un truc sur plusieurs sites, mais à partir d'un projet médical partagé. Voilà, donc on peut faire évoluer le système. Est-ce qu'on a besoin de la loi? Non, on n'a pas besoin de la loi, à part qu'en France, on a toujours besoin d'une loi. Le problème, c'est qu'on a tous des belles histoires comme celle-là, et vous en racontez une belle. Bon, il y a eu le précédent des réseaux SIDA également, qui sont faits avec l'aide financière des laboratoires aussi. Hein. Ouais. Et puis, et puis finalement, quand les laboratoires ont moins aidé, ils se sont un peu interrompus. Donc, est-ce que l'action politique ne devrait pas plus partir des exemples qui marchent et voir pourquoi on ne peut pas passer à un échelon général? Parce que là, ça repose beaucoup sur la bonne volonté locale. Ouais. Oui, mais attendez, on n'arrive jamais à le transposer au niveau national. Généraliser un truc, ça veut dire qu'on va dire aux gens comment ils bossent. Je crois qu'en santé, on ne peut pas dire aux gens comment ils bossent. Donc il faut leur permettre de communiquer sur l'expérimentation heureuse qui a été montée et ensuite leur proposer de s'en inspirer et de les accompagner éventuellement. Mais moi, je ne crois pas qu'on puisse... Mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Prenez un truc, moi qui suis responsable de la prévention. Je me dis, est-ce que la prévention, c'est du domaine de la loi? Je me dis, qu'est-ce qui marche en prévention? Je vais voir, je me renseigne. Je regarde dans des maisons de retraite où on a un truc qui s'appelle Ciel Bleu, avec des gens qui font de l'activité sportive, physique, pour les personnes âgées, pour éviter les pertes d'autonomie. Ils leur font faire des trucs de la vraie vie.
de la gestuelle, des activités physiques qui leur permettent de retarder l'engourdissement, etc. Dans les maisons de retraite, ils s'engagent, ils disent « mais nous, attendez, ils vont tellement bien depuis qu'on leur fait faire de l'activité physique qu'on est capable de réduire les médicaments, du coup ils sont moins shootés, ils ont une qualité de vie qui est meilleure et on fait des économies ». Donc ils nous disent « c'est vachement bien, seulement ces gars-là qui font de l'activité physique, nous quand on réduit les prescriptions de médicaments, c'est l'assurance maladie qui fait des économies et nous on les paye, c'est à notre charge. Donc est-ce qu'on ne peut pas bosser là-dessus ?» Deuxième exemple, Rhône-Alpes, réseau santé main, chirurgien de la main, kiné, infirmière, ils vont dans des boîtes où les gens bossent sur des machines-outils. Ils leur expliquent, diapo à la clé, un petit topo d'une demi-heure, et ils leur disent « mais vous savez, le centimètre carré de doigt, c'est ce qui coûte le plus cher à la Sécu. Parce que quand vous cassez un doigt, quand vous prenez un doigt dans une machine-outil, que vous perdez un doigt, vous êtes en invalidité, c'est en moyenne 4, 6 mois, 8 mois. Quand vous êtes en invalidité longue, que vous peinez à retrouver un boulot, que vous restez à la maison, c'est un peu la loose, ça se passe pas forcément très bien à la maison, ça crée des conflits, etc. Je vous la fais courte, mais c'est un peu la cascade. Et eux disent, nous on est passé dans ces boîtes et on explique aux gens comment il faut faire juste attention par rapport aux machines, pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils fassent attention à leurs doigts et à leurs mains. Et quand on repart de là et qu'on fait une étude, on se rend compte qu'on a une baisse de 30% du nombre d'accidents de la main. C'est ultra rentable, en termes humains, c'est ultra rentable, en termes social, c'est ultra rentable, et en termes financiers, vous imaginez, un accident de la main évité, c'est ce qui coûte le plus cher à la Sécu. Donc ils me disent, c'est super, on a été financé par l'ARS. 1 an, 2 ans, 3 ans. Expérimentation, financement non pérenne. Et trucs non généralisés. Qu'est-ce qu'on fait demain? L'ARS nous dit, écoutez, il y a d'autres trucs qui sont vachement bien, et ils ont raison, il faut qu'on aille financer ailleurs aussi, donc on va commencer à se désengager. On fait quoi avec ce truc-là? Est-ce que c'est la loi? Non, c'est pas la loi, c'est du financement. C'est-à-dire qu'il faut être capable à un moment donné de prendre le vrai virage de la prévention. Sortir du vœu pieux en disant la prévention c'est super, on n'en fait pas assez. Être capable de dire, moi je préfère prendre sur mon budget du curatif, une partie que je vais distribuer vers la prévention avec des projets qui sont opérationnels. Mais des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. Enfin, je veux dire, la prévention à l'école, sur les soins bucco-dentaires, on sait ce que ça évite. Quand vous avez des gamins qui ont déjà des caries avec des dents vraiment avariées, c'est un problème social, il y a un problème... Ça crée énormément de difficultés. On a besoin de mettre le paquet sur la prévention et il y a des choses, il y a des recettes miracles qui existent et qui marchent bien. On a plusieurs problèmes. Je vous ai dit d'abord, ça coûte cher et il faudrait détourner une partie du financement. Il faudrait aussi déterminer si c'est un financement national, c'est compliqué un financement national pour des expérimentations de territoire, ou si c'est un financement ARS. Si c'est ARS, ça veut dire qu'on prend ça sur le FIR, le Fonds d'intervention régional, qui est doté de 2 et quelques milliards d'euros. Je suis rapporteur du budget, mais je ne sais plus à la virgule. Doté de 2 et quelques milliards d'euros, et qui ne peut pas non plus tout financer ad vitam là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut donner plus de moyens dans les territoires. Et si on donne plus de moyens aux ARS, j'entends des gens qui vont me dire c'est l'étatisation, c'est l'étatisation. Donc ça, ce que je vous disais, ça, c'est le financement en région, et j'ai perdu mon fil. C'était national, oui. Ouais, voilà, et il faut être capable de le pérenniser. Et oui, et un autre souci, c'est le souci de l'évaluation. On demande souvent aux acteurs des indicateurs médico-économiques avant qu'ils aient commencé. Ça, c'est valable pour les programmes de prévention, mais montrez-nous que ça va être bien. Attendez, il faut peut-être qu'on démarre. Faites-nous un grand projet avec un truc structuré, avec une étude sur 10 000 cas, et puis on verra si c'est intéressant d'un point de vue médico-économique. C'est vrai que c'est important de faire du médico-économique, mais des fois, c'est un peu compliqué de démontrer avant d'avoir commencé. Et pareil pour les dispositifs médicaux. Quand on vous dit un truc très innovant qui peut aider les gens, c'est bien. Vous nous faites une étude sur 1000 malades, et puis vous nous montrez que ça marche. Oui, mais il faut que j'équipe mes malades. Pour ça, il faut que j'ai une commande publique. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire confiance et en même temps d'être très rigoureux sur l'évaluation. Et ça, quand je dis que ce n'est pas la loi, c'est pas parce que la loi ne s'y intéresse pas, la loi s'y intéresse bien sûr, mais c'est moins un outil législatif qui nous manque qu'un financement et que, je dirais, un arbitrage dans la capacité qu'on ait de porter des projets. Mais je vous dis ça de la même façon que je pense qu'à un moment donné, 1 euro de plus de dépenses serait plus efficace dans l'environnement ou dans l'éducation que dans la santé. Et pour finir, ça explique que beaucoup d'expériences remarquables finissent dans la frustration et jamais généralisées. C'est dommage. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Enfin, peut-être. Si une expérience est vraiment convaincante. Attendez, je vais reprendre la parole. Non. Expliquez-moi, les réseaux SIDA que j'ai bien connus. Bon, rien n'empêchait la puissance publique, alors je ne sais pas quel gouvernement était de gauche ou de droite, peu importe. Bon, rien n'empêchait de prendre des mesures pour les pérenniser. Ça n'a pas été fait. On pourrait faire ça, par exemple. Moi, je voudrais te poser une question sur un autre
sur un autre secteur pour qu'on reste pas simplement sur la prévention, même si je pense que ce n'est pas simplement un problème de loi, mais c'est aussi peut-être un problème de diminuer toute une série d'éléments de réglementation, c'est-à-dire de faire moins de lois, pas seulement pas de loi, mais moins de contraintes et moins de difficultés pour utiliser mieux un certain nombre de crédits. C'est aussi une suggestion active que je propose. Non, je voudrais parler des class actions, des actions de groupe, pour parler en français, à la française. Alors, on est un pays catholique romain apostolique et qui est différent des pays anglo-saxons plutôt protestants où quand on a un règlement financier, on a réglé les problèmes. En France, on est responsable, coupable et si on a supprimé la peine de mort, on a maintenu la peine de mort civile. Donc, comment est-ce que on va considérer cette question? On entend tout et son contraire. On entend que par rapport à la loi dite Hamon sur la consommation, ce n'est pas 15 associations qui seraient agréées, mais 460 en matière de santé, qu'on peut faire une class action à partir de 2 cas et sur les 5 ans qui suivent l'arrêt de tel ou tel produit, il y a de quoi aller préoccuper pour être poli, inquiéter pour être réel, un certain nombre de gens. Qu'est-ce qu'il en est en réalité? On fera une soirée sur le sujet parce qu'il y a des avocats qui nous interprètent la loi, ou ce qui va devenir la loi de manière pratique, mais ceux qui la font, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui la font, ils sont vigilants à donner la possibilité pour les usagers qu'ils souhaitent de faire valoir leurs droits et d'être capables d'ester en justice lorsqu'il y a vraiment un souci qui est objectivé. Et en même temps, essaye de faire en sorte qu'on ne fasse pas déborder davantage les tribunaux administratifs qui déjà sont en saturation tellement il y a de procédures judiciaires en cours avec les PLU et autres. Non mais je grossis le trait, mais c'est un équilibre dont tu parles entre les 15 assos et les 400 et quelques, entre les 2 malades et les quelques dizaines ou quelques centaines. Pour être tout à fait franc avec toi, c'est en cours de discussion. La discussion, elle va se prolonger jusqu'au Parlement. Je pense qu'on n'aura pas de réponse avant d'avoir eu le texte en séance sur la définition précise, le contenu et le contour de ça. C'est encore... mais bon, si on ne l'a pas traité dans le cadre de la loi Hamon, mais qu'on l'a traité dans le cadre de la loi santé, c'est bien pour porter une attention particulière au champ de la santé et faire attention à ce qu'on ne traite pas la santé comme n'importe quel secteur de consommation. C'est déjà un élément de réponse en soi. Mais il ne faut pas le traiter pire qu'un secteur de consommation non plus. Non. Voilà, parce que c'est ça le risque qu'il y a dans cette interprétation par rapport à ça. Oui, on a déjà parlé avec vous de ce problème de prévention, c'est ça qui nous intéresse. Moi, je parle au nom de l'Académie de médecine ici et de l'Académie de chirurgie, de l'Académie de pharmacie. Il n'y a pas eu de concertation vraie concernant le problème de la prévention. Et je pense que dans cette loi, il n'y a pas dessiné une véritable politique de prévention. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de crédit, effectivement. Dans les rapports qu'on vous a passés, on a fait 2 rapports à l'Académie de médecine là-dessus, on préconise effectivement une véritable politique de prévention avec une redistribution des crédits, puisque la prévention, ça coûte cher au départ, même si ça en économise par la suite. Il n'y a pas vraiment dessiné une véritable politique de prévention depuis, vous l'avez dit, les jeunes qui naissent jusqu'à la personne âgée, avec des consultations de prévention éventuelles pendant toute la durée de la vie. Et ce qui est symptomatique, c'est qu'il a été créé 4 tables rondes pour discuter a posteriori de la loi d'un certain nombre de problèmes. Il n'y en a pas concernant la prévention. On avait quand même des choses à dire pour améliorer la loi. On est très satisfait que l'axe numéro 1 de la loi et donc de la politique de santé, c'est la prévention. Mais une fois de plus, la prévention est un parenthèse. On a dit par exemple qu'il fallait des crédits sanctuarisés pour la prévention. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les ARS quand il manque un peu d'argent pour l'hôpital, on le prend, c'est la variable d'ajustement, on le prend au niveau des crédits de prévention. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bon de faire aussi une table ronde
concernant la prévention avant la discussion de la loi, comme c'est le cas pour un certain nombre d'autres sujets. Sur les questions du table ronde qui sont organisées, vous avez compris que c'est une table ronde qui porte sur des sujets épineux. C'est pour déminer, c'est pas pour construire. Porte sur des sujets épineux, sur l'organisation structurelle de l'offre de soins. D'ailleurs, moi je pense qu'à l'avenir, il faut qu'on essaye de faire le plus possible des lois de santé publique. Et lorsqu'on a besoin d'outils législatifs pour réformer le système de santé, passer par des lois, des petites lois ou des propositions parlementaires de loi. Je pense que l'exercice de la loi cadre en santé, tous les 6 ans, on se rend compte que ça coince, c'est difficile. Donc je pense qu'on a peut-être une autre façon de concevoir on propose de rétablir le DMOS. Le légiférer plus tard. Et du coup, sur la prévention, ouais, mais je vous ai dit, alors sur la prévention, il y a des trucs bien dans la loi, hein, attention. Hein. Se donner comme objectif que les gamins qui naissent aujourd'hui soient la première génération sans tabac, 74 000 morts dans le pays. Quand on dit que la pollution de l'air, c'est 40 000 morts, la pollution de l'air intérieur, c'est 20 000 morts, si on arrive à mettre en place des mesures qui permettent de réduire le nombre de décès, c'est pas rien non plus. Hein. C'est même important. Quand on voit qu'il y a de plus en plus de gamins, d'ados qui font du binge drinking et qui se cuitent à mort, qu'on a des comas, quand on a des lésions cognitives, des séquelles cognitives chez des ados parce qu'ils boivent trop d'alcool. Bon, et sur les grands axes de prévention, il y a des choses, et si on en parle dans la loi, c'est parce qu'il y a la volonté de lutter contre. Donc encore une fois, il y a des choses qui sont du domaine législatif et d'autres choses qui sont du domaine réglementaire. C'est toujours l'équilibre. On voit toujours ce qu'il y a dans la loi, on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Il y a des choses qui se développent quand même en politique de santé depuis 2 ans et demi, et on n'a pas attendu la loi pour le faire, et ça va continuer. Après, je vous dis, à chaque fois qu'on ouvre une question, il va y avoir un débat. Je vous prends l'exemple de l'alcool. À partir du moment où on va parler du binge drinking chez les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a l'alcool qui arrive dans la loi, je peux vous dire que j'ai déjà des propositions d'amendement pour renforcer ou déconcevoir la loi E20. La pub sur Internet, est-ce qu'on rouvre la page pub sur Internet de 2008 ou est-ce qu'on ne l'ouvre pas ? Donc à chaque fois qu'on va ouvrir un truc, tac, sur le tabac, moi j'ai des collègues qui me font des propositions sur le tabac, si je vous en faisais état ici aujourd'hui, on va avoir des débats, sur tous les sujets on va en avoir, donc ça veut dire qu'on va débattre de prévention. Le problème c'est qu'on a l'impression que les jeux sont déjà faits avant qu'on ait même commencé à examiner le texte au Parlement. Donc je vous dis, il faut se donner un petit peu de temps. Et ensuite, oui, il y a un exercice budgétaire qui doit tenir davantage compte à l'avenir de l'enjeu de la prévention, mais en même temps, on avait un objectif qui était d'en finir avec le trou de la Sécu. Entre 2010 et 2014, on l'a réduit de 50%. Je dis on, mais il s'est réduit de 50%, parce que si je suis honnête, il a commencé à se réduire en 2010, 2011, 2012, et 2013, 2014, il continue de se réduire de façon importante. Donc, si on arrive à assainir les finances publiques, moi je suis pour avoir des finances saines. On ne peut pas laisser une dette à nos gamins, parce qu'aujourd'hui on est en train de parler de programmes de prévention. Si dans 10 ans ils ne savent plus comment payer les soins, on aura l'air malin. Donc on fait attention dans les exercices budgétaires à réduire le déficit de la Sécu, et on repart d'une situation saine. Mais ça implique quoi de dire qu'on va mettre plus d'argent dans la prévention ? Ça veut dire de poser la question du panier de soins. Sur les ruines de la France après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le CNR a pensé la Sécu avec un panier de soins, vous croyez que dedans il y avait les cures thermales ? Je dis ça en provoque. Vous croyez que dedans il y avait un certain nombre de soins qui aujourd'hui sont remboursés ? Non. On a mis dans le panier de soins beaucoup de choses qui n'étaient pas du domaine forcément essentiel au sens que l'avaient pensé les sages avant nous. Et c'est tant mieux parce qu'on a un modèle social qui est solide et qu'en France, une partie du moment où vous avez cotisé, vous êtes capable d'avoir accès à tous les soins dont vous avez besoin. Mais moi, je ne suis pas contre le fait qu'on interpelle un jour les usagers français en leur disant 12% du PIB, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, quand est-ce qu'on arrête ? Et arrêter, ça ne veut pas dire dérembourser les choses, ça veut dire faire des choix. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire dans le coin d'un bureau. Il faut pour ça un débat sociétal assez vaste. Et je pense que les Français seraient enclins à ce qu'on mette davantage dans la prévention, quitte à faire des efforts sur le côté curatif, dans le contexte budgétaire actuel. On peut gagner de l'argent avec la prévention. La question est à monsieur Marc Kennedy. Bonjour, merci monsieur le député. Alors je vais avoir une question un peu qui va vous choquer. Si vous pouvez juste vous présenter. Marc Kennedy, moi je suis dans le réseau pharmaceutique. Donc vous avez parlé beaucoup du monde de la pharmacie sur le terrain. Mais qu'importe, c'est pas là l'objet. Je vais rebondir sur la notion de la prévention. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Quand on parle de loi de santé ou les lois précédentes, on attendra la prochaine après. Parce que vous ne pourrez pas faire tous les arbitrages qui sont impossibles à faire face au partage des moyens
qui sont nécessaires à faire et face aux professionnels de santé. Une réflexion, une question. Comment se fait-il qu'un tel débat soit sorti du vrai débat politique, en dehors de la qualité du débat parlementaire et de tout ce qui va se faire à l'Assemblée nationale? Sur la santé, les dernières élections, on n'en parle jamais. Et que la meilleure des préventions n'est-elle pas de responsabiliser le citoyen? Je répète ça à chaque fois, tout le temps, parce que c'est bien la prévention à l'école, mais la prévention citoyenne, il y a aussi... le vrai débat, pour moi, est face aux besoins. Quels sont les besoins? Et après, si on laisse faire les professionnels que nous sommes tous, et chacun défend son précaré, ce qui est normal, est-ce qu'il n'y a pas un grand déficit en France, face à une telle loi de santé, de faire réagir aussi la conscience citoyenne de tous et de chacun, et d'ouvrir le débat au-delà, peut-être, de vous, les parlementaires? Merci. C'est une bonne question. Quand Guilhem a dit « la santé a remplacé le salut », c'est devenu un dogme, un mythe. Et on a assisté en déjà 10-15 ans à la métamorphose des patients en usagers. Le patient était passif, l'usager, c'est un acteur du système de soins, il a des ayants droit. On voit la revendication sur le désert médical comme j'ai le droit à mon médecin, je veux avoir mon médecin. Et je vais voir mon élu et je le sermonne pour avoir mon médecin. Je ne veux pas que la petite maternité ferme, je m'en fous. Vous me dites qu'elle fait 200 accouchements, qu'il y a des risques de surmortalité, qu'il y a des problèmes de continuité des soins. C'est un service public et dans mon territoire, je veux le garder. Vous, élus, vous allez vous battre pour ça, de droite ou de gauche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc on voit qu'en pratique, l'émergence d'une revendication politique autour de la santé, elle est réelle depuis 10-15 ans dans le pays. Elle est réelle. Quel émoi lorsque on fait des sujets comme lorsque la droite a mis en place les franchises médicales. Ça a quand même créé un peu de bousin dans l'opinion, qui s'est dit tiens, on est en train petit à petit, on nous fait croire qu'on touche, on enlève une petite couche de maquillage alors qu'en réalité on touche à l'architecture même du système. Et ce que Robert Castel appelait l'insécurité sociale, c'est l'impression qu'ont les usagers que petit à petit, leur système est en train, qui était très solide et qui les protégeait, est en train petit à petit de s'amoindrir, de s'amenuiser et de moins les protéger. Ils ont du mal à adhérer à l'idée selon laquelle le système de protection sociale les protège encore vraiment aujourd'hui et donc encore moins demain. Et du coup, ça crée un rapport à la sécurité sociale. Regardez le nombre de prédicateurs de l'apocalypse, des économistes de santé, je ne sais pas s'il y en a ici, mais qui écrivent des pamphlets pour dire que la Sécu est morte, qu'il faut la faire rentrer dans l'an 2.0, dans le nouveau millénaire, etc. Non, la Sécu, c'est un truc qui est protecteur, mais il ne faut pas essayer de faire croire aux gens qu'on fait juste un ajustement du système alors qu'on touche à l'architecture. Les franchises, c'était ça. Le ticket modérateur, c'est ça. Les plans de déremboursement, c'est ça. Donc ils ont l'impression que petit à petit, on enlève. Moi, je préfère effectivement qu'on ait un vrai débat de société là-dessus. Mais c'est compliqué, il ne suffit pas de le vouloir pour y arriver. Chaque fois, vous avez tout un tas de gens très bien, d'intellectuels, de chercheurs, qui à chaque campagne présidentielle disent, j'en ai même co-signé un jour, disent, je ne suis pas dégueu du tout, mais on m'a demandé d'en signer un jour pour dire il faut que la santé occupe une place plus importante dans le débat public. Mais évidemment qu'il faut que ça occupe une place plus importante. C'est 12% du PIB, c'est des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'emplois. C'est un des derniers services publics et privés qui reste à proximité des territoires, y compris des territoires désindustrialisés. Enfin, c'est un truc hyper important pour les Français. Et en même temps, ils ont l'impression que c'est un débat qui ne leur appartient pas. Mais je vous dis, parce qu'on leur a appris depuis 20 ans, 30 ans, que la santé, c'était une affaire de professionnels, que ce n'était pas à eux de voir. Quand ils sont malades, on leur dit, vous allez dans tel parcours, vous avez un médecin traitant, vous avez un parcours médecin traitant, vous allez aller dans telle pharmacie, c'est la Sécu qui va prendre en charge, etc. Donc il faut donner plus de possibilités aux gens de s'approprier le système de santé, et pour ça, il y a un problème d'éducation. Bonjour, Frédéric Thomas, Arthur Delittle. J'avais une question concernant la vision justement de la territorialisation. Est-ce qu'on va continuer à raconter aux gens que peu importe où ils habitent, au milieu de la Pampa ou au milieu de Paris intramuros, et qui seront soignés pareil, alors que objectivement, tout le monde sait que ce n'est pas exactement le cas actuellement et que sans doute, ça ne sera pas non plus exactement le cas dans le futur. Est-ce qu'ils ne sont pas soignés pareil? Je vais vous dire un truc. La santé, c'est un milieu qui est peuplé de représentations. Il y a encore 20 ans, Michel, c'était le dogme de la médecine chez soi. Le médecin venait chez soi quand on était malade. Il a fallu, à l'époque, combattre, je ne m'en souviens pas, il a fallu combattre le dogme de la médecine chez soi, c'est-à-dire enlever la visite médicale, et il a fallu pour ça déshabituer les médecins et les patients. Ça semblait être la mission impossible. Ensuite, ça a été les années 90, au cours desquelles on parlait de la pléthore médicale.
c'était les titres, il y a trop de médecins, il faut encore réduire le numerus clausus. Quand j'ai passé médecine, on était 89 dans une promo première année à Grenoble. Aujourd'hui, il y a 160 ou 170 étudiants qui sont pris. 89, c'était le creux de la vague. On formait 2500 médecins par an et on disait c'était la pléthore. J'ai fait une recherche là-dessus quand j'ai fait justement le truc avec Tabuteau. On voit qu'en l'espace de 6 mois, on est passé sur Google de pléthore à pénurie. Ça s'est fait, pouf, de façon brutale, comme si on découvrait tout un coup. C'était les premiers observatoires régionaux de santé. On avait l'impression qu'on allait se prendre le mur de la pénurie dans les petits territoires reculés. Enfin, en fait, on s'est rendu compte que ça existait déjà dans les territoires reculés, mais qu'on n'y faisait pas trop gaffe parce que c'était reculé. Et puis, tout d'un coup, les villes ont commencé à dire « mais nous, on va avoir un souci d'offres médicales d'ici 5, 10, 15 ans ». Les premiers atlas du CNOM apparaissent à ce moment-là. Et dès lors, l'enjeu n'était plus d'avoir le médecin à côté de chez soi, mais c'était l'enjeu de la disponibilité du médecin. Quand on regarde les enquêtes, la qualité, la disponibilité, la sécurité, la continuité. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir accès à un médecin généraliste rapidement quand vous êtes malade, mais un médecin généraliste, vous le voulez où? Vous le voulez à côté de là où vous habitez, ou à côté de là où vous travaillez, ou à côté de là où vos gamins sont scolarisés? Dans les enquêtes aujourd'hui de territoire qui sont faites par les ARS ou par l'ONDPS, on vous fait une cartographie de la répartition des médecins en fonction de l'endroit où les gens habitent. Mais moi, quand j'ai parlé avec le maire de Montpellier, je lui dis, mais les gens de la Lozère, ils travaillent où? Bah, à Montpellier. Vous allez quelle heure, vous, chez le médecin généraliste, des fois? Donc, ce n'est pas forcément à côté de chez soi, ça peut être à côté du travail. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a des échanges de population au sein d'un bassin de vie. Et donc, la réflexion doit se faire dans un bassin de vie. Et que dans un bassin de vie, si on veut faire une vraie évaluation des besoins de santé, il faudrait presque appeler chaque médecin pour lui dire, vous faites de la médecine générale? Oui. Vous faites de l'exercice particulier ou de la médecine générale? De la médecine générale. Vous bossez combien d'heures par semaine? 30, 50, 60, 50. Vous comptez vous arrêter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Dans 10 ans, vous avez un remplaçant qui vient quand vous n'êtes pas là le week-end? Et là, on peut faire une évaluation, mais c'est du boulot, c'est très très compliqué. Parce qu'en pratique, quand vous faites une cartographie territoriale en numéraire pur, en quantitatif, vous enlevez un médecin, vous êtes en zone sous-dotée. Vous en rajoutez un, vous êtes en zone surdotée. Je grossis à peine le trait. Donc c'est hyper compliqué. Ce qui est fait par la CNAM est intéressant. Quand vous allez sur Carto Santé, le site qui répertorie les consultations médicales, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre la densité médicale par habitant, en appareillant les habitants par âge, par catégorie socio-professionnelle, et le nombre de consultations par tête et par an. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de médecins que vous allez moins chez le médecin. C'est compliqué, c'est très très compliqué le besoin de santé à définir, à évaluer. Quand on regarde en France, on est en Picardie à 0,7 pour 1000 à peu près en densité médicale de médecins généralistes. 0,7 pour 1000, c'est la moyenne haute en Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est la moyenne en Espagne, c'est à peu près la moyenne en Italie. C'est nous, le territoire régional, la densité la plus faible. Donc en fait, le problème du désert, c'est un problème qui existe vraiment. Hein. Ouais. Ouais, j'y arrive, je termine mon tunnel. Ouais. Mais le problème du désert, c'est des problèmes qui existent réellement. Il y a des territoires dans lesquels il n'y a plus un toubib, où vous avez 3000 habitants qui sont obligés de faire 10 ou 15 bandes pour aller voir un médecin. Ces trucs-là, ces trucs-là, c'est hyper important. C'est hyper important, c'est-à-dire qu'il faut mettre le paquet dans ces zones, mais vraiment le paquet. Et il y a des mesures qui existent aujourd'hui, les contrats d'exercice de santé publique, qui vont permettre de mettre des médecins. Bon. Ensuite, l'autre question, c'est la question un peu hospitalière. J'imagine la carte hospitalière à laquelle vous faites allusion, en disant il y a des endroits où on garde des services qui peuvent poser un peu, des fois, des soucis en termes d'activité. On l'a vu avec la polémique sur les maternités du rapport de la Cour des comptes récemment. Je parle sous le contrôle de Gérard Vincent, mais déjà dire que le parc hospitalier public et privé se réforme très vite. Il se modernise très vite. Le coût de la gabegie à l'hôpital, etc., moi je le réfute en masse, en bloc. Un hôpital, il est pressurisé d'un point de vue financier. Quand vous n'avez plus de tonnerre dans un hôpital au mois de septembre, vous attendez janvier et les nouveaux budgets pour faire marcher le fax. Enfin, je veux dire, on ne peut pas considérer qu'on peut enlever comme ça indéfiniment des subventions à l'hôpital. En revanche, c'est à l'échelle d'un territoire que ça peut poser des questions, que ça peut poser des problèmes. Vous avez dans un territoire donné, parfois, des hôpitaux publics, privés, qui sont éloignés d'une dizaine, vingtaine, voire d'une trentaine de kilomètres, et qui, parfois, se font concurrence au lieu de coopérer, essayent de se piquer les médecins ou les infirmières au lieu de se faire une équipe médicale de territoire, et pour lesquels on peine encore à avoir une vision globale en termes de projet de santé. Ben pour ça, dans la loi, j'aurais dû en parler d'ailleurs, parce que j'y tiens beaucoup, vous avez un outil qui sera important, qui va être les GHT. Les GHT, ça va être un outil important. Je fais un peu le parallèle avec la réforme des collectivités. Vous aviez avant une commune. Traduit GHT. GHT, groupement hospitalier de territoire. Vous aviez avant des communes. Chaque commune avait ses services, sa médiathèque, son chasse-neige, etc. Son système d'assainissement des eaux. Puis un jour, vous avez eu les GCS,
qui était la mise, les GCS des communes, qui étaient les syndicats intercommunaux, qui était la mise en commun de la création de syndicats intercommunaux, c'est-à-dire on va mettre en commun de l'argent pour avoir une centrale d'épuration pour plusieurs communes, on va partager les transports, on va partager ça, etc. Et puis ensuite, vous avez la création des intercommunalités, c'est-à-dire les communes qui se réunissent avec un conseil, avec des élus, et qui vont commencer à regarder comment dans le territoire on organise. Ça, c'était un peu les CHT, qui étaient les coopérations hospitalières de territoire. Et demain, on va créer les métropoles hospitalières. C'est-à-dire qu'on va avoir un projet médical de territoire qui va partir des besoins, qui va partir des projets de professionnels, et on va dire aux acteurs sur le terrain, organisez-vous pour éviter les redondances. Si vraiment les gens, on constate avec les taux de fuite qu'ils préfèrent faire 20 bornes de plus pour aller se faire opérer par un chirurgien qui a plus l'habitude, eh bien proposons aux équipes de travailler ensemble de façon à maintenir la proximité là où c'est nécessaire et en même temps d'éviter d'avoir des structures qui posent des problèmes de continuité et de sécurité des soins. Mais ça se fait de plus en plus. Hein. Je veux dire, on n'a pas attendu la loi. De plus en plus, vous avez des projets de territoire qui se mettent en place et des hôpitaux qui coopèrent. Mais il faut booster le truc. Et ensuite, il faudra y intégrer les établissements privés et associatifs, d'une façon ou d'une autre. Une question subsidiaire par rapport à ça. On parle de pénurie, on parle de difficultés, etc. Et en fait, le numerus clausus ayant augmenté, dans 5 ans, ce n'est pas de la pénurie. On va être en présence d'une abondance nouvelle de médecins. En tous les cas, statistiquement, c'est ce qui apparaît. Donc, est-ce que c'est pris en considération tu les consommes. Je vais te dire un truc. J'ai signé une tribune dans les Échos la semaine dernière intitulée la santé en Europe, un impensé politique. Moi, je constate un truc, Michel, c'est qu'on a un numerus clausus qui est censé déterminer combien de médecins on forme, combien de kinés on forme. Et je constate que quand tu vas à Bruxelles à l'université, un étudiant sur 2 en amphi de kiné te dit qu'il a envie de venir bosser en France. D'ailleurs, ça tombe bien, ils sont français. S'ils sont allés à Bruxelles, c'est pour contourner le numerus clausus. Quand tu vas en Roumanie, tu vois à la fois, j'ai reçu le ministre roumain de la Santé qui dit « Arrêtez d'envoyer des chasseurs de tête pour nous piquer les médecins qu'on a formés à grand renfort de 40 000 € par an. Parce que nous, nos déserts médicaux, c'est 50-60 bornes et c'est partout. » Donc on leur pique les médecins roumains qui viennent sur le territoire national. En même temps, les Roumains, ils ouvrent des écoles pour former, des écoles de médecine et qui forment énormément de futurs médecins français, qui sont des médecins qui vont se former là-bas. Et on a eu un exemple avec Fernando Pessoa dans le sud-ouest de la France qui montre que demain, on ne peut pas exclure qu'un jour, il y ait une école qui donne des équivalences de diplômes européens. Alors ce ne sera pas le cas de Fernando, et puis on a mis un dispositif législatif, mais qui peut prédire l'avenir, qui puisse venir sur notre territoire former des futurs médecins ou des futurs kinés français, hors numerus clausus. En pratique, les dynamiques internationales, elles sont tellement vives que tu as 30 à 40% des nouvelles installations qui sont le fait de mouvements européens. On est passé de 2500 à 6 à 7000. Mais tu as la liberté de circulation des professionnels. On ne va pas l'arrêter demain. Donc dès lors, tu n'as pas... moi, je pense que le système de pilotage national de la démographie, il est mis en échec depuis longtemps. Donc plutôt que d'avoir une réflexion sur un numerus clausus pour savoir si on le régule à la hausse ou à la baisse, identifions davantage les besoins et tenant compte des mobilités internationales. Je vais te dire un truc hyper provoque. Moi, je préfère à la rigueur qu'on forme plus de médecins et qu'on en exporte plutôt qu'on ait des jeunes qui partent se former en Roumanie et qui reviennent exercer en France. Ça pose le problème des capacités de formation des universités qui sont vite saturées, donc il faut vraiment en tenir compte. Mais on peut pas, il faut une stratégie européenne en matière de démographie de santé parce que ça bouge très très vite. Ça bouge très très vite. Ça bouge très très vite. Et la complexité du métier, le progrès technique font que tu ne sais pas quelle sera demain, dans 10 ans, la pratique de la médecine. Donc c'est très très compliqué. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit humble de ce point de vue-là et que le levier numerus clausus, il a montré qu'il était mis en échec ou à la hausse ou à la baisse depuis 40 ans. Alors s'il n'y a pas de question, moi j'aimerais que tu nous parles de ta lecture du remplacement dans les hôpitaux et autres. Tu avais fait un rapport antérieur où tu avais expliqué qu'au fond... l'apocalypse, c'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Hein, donc, en l'occurrence, tu nous avais expliqué un tableau très, très particulier sur les remplacements, les coûts des remplacements et les difficultés que ça représentait. Est-ce que ça a bougé depuis Ça va bouger, puisque dans la loi, il y a des mesures qui encadrent davantage l'exercice intérimaire de la médecine à l'hôpital, de façon à ce que ce soit peut-être un peu moins hyper attractif parce que c'est inflationniste et que ça encourage plutôt les mauvaises pratiques. En même temps, une reconnaissance de l'exercice intérimaire comme un exercice à part entière et qui peut rendre de bons services, parce qu'il y a aussi de la médecine de qualité qui s'exerce. Et puis, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est moi, je suis médecin, je peux soigner les symptômes, mais ce qui m'intéresse, c'est la cause. Et la cause de l'intérim, c'est un départ de médecins de l'hôpital public qui vont ou en ESPIC ou dans le privé,
c'est pas un problème d'aller exercer là-bas. Ce qui me pose problème, c'est pourquoi est-ce que des médecins passionnés par l'hôpital quittent l'hôpital, ou pourquoi les jeunes ont un tel regard sur l'hôpital au moment d'y arriver. Et pour ça, il faut bosser sur l'attractivité. Et ça, c'est pas la loi, ça c'est du règlement. Je pense qu'il faut mieux accueillir les jeunes, il faut supprimer, simplifier les échelons, il faut, c'est un parcours administratif. Quand vous voulez être embauché dans un ESPIC, anciennement un PSPH, vous arrivez chez un directeur d'affaires médicales, vous avez votre contrat, au bout de 2 heures, vous avez un contrat où vous êtes payé de façon, je dirais, adaptée par rapport à votre expérience et aux missions qui vous sont confiées. 2 heures plus tard, vous avez signé. Quand vous voulez bosser à 80%, vous pouvez démarrer à 80%. Quand vous allez à l'hôpital, je parle sous le contrôle de Gérard, mais vous allez avoir un parcours qui va passer parfois par du praticien contractuel, parfois praticien attaché associé. Vous allez passer un concours à Rungis qui dure à peu près 3 minutes, top chrono. Vous allez ensuite avoir une année de période probatoire. Une année probatoire dans laquelle vous perdez vos échelons, qui va durer 1 an, et ensuite vous allez peut-être avoir un poste enfin de praticien hospitalier. Tout ça a pris du temps. Si vous voulez démarrer à 80%, il faut oublier, etc. Donc il y a des trucs qui sont très simples, qui ne coûtent pas 1 euro, qui permettraient de donner plus de levier, plus d'autonomie aux hôpitaux pour être incitatifs et attractifs pour les médecins. Je pense qu'il faut changer de regard là-dessus. Que l'hôpital a très longtemps attiré les médecins parce que c'était l'hôpital. Et aujourd'hui, l'hôpital doit se montrer sous ses beaux atours pour arriver à attirer des médecins. Donc il y a une mission qui était confiée à Jackie Lemaine sur l'attractivité. Il y a un rapport qui a été rendu. Maintenant, j'attends. Moi, je veux vraiment qu'il y ait des actes et que ce ne soit pas des missions répétées. Alors bonjour, David Ruscal, président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Donc vous avez parlé de la mission attractivité de l'exercice hospitalier de M. Jackie Lemaine. J'ai d'ailleurs été auditionné pour cette mission. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait dans vos propos, c'est que on demande aux étudiants en médecine pourquoi l'exercice hospitalier n'est pas assez attractif pour eux. Je pense qu'il y a un gros problème aujourd'hui dans la formation médicale, c'est qu'elle est totalement hospitalo-centrée. Au final, pendant toutes leurs études, ils vont faire de l'hôpital. Ils sont formés pour faire de l'hôpital, et la médecine de ville est totalement en fait mise à la marge dans leur formation. Donc, j'ai un peu en quoi c'est incompatible avec ce que je vous ai dit? En quoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit? Mais disons que, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est prévu pour ça. Parce que j'en ai pas parlé, j'ai pas été exhaustif, mais si vous me posez la question avant de dire que vous n'êtes pas d'accord, je vous répondrai oui, je pense qu'il faut diversifier les terrains de stage. Oui, je pense que le secteur privé et associatif a un rôle aussi à jouer en termes de formation. Quand j'étais vice-président de l'ISNI, j'ai été vice-président de l'ISNI pendant mes études, nous étions allés voir à l'époque la Fédération hospitalière privée, les ministères de l'enseignement supérieur et de la santé pour dire qu'en l'anesthésie loco-régionale, la chirurgie de la main, d'autres encore méthodes se pratiquaient de moins en moins à l'hôpital et il y avait besoin de pouvoir former les futurs praticiens pour ces techniques-là, notamment dans le privé, ce qui permettait d'ouvrir la porte vers la formation des internes dans le secteur privé. Non pas pour dire que c'était mieux ou moins bien que l'hôpital. L'hôpital a la vocation à garder la main sur la formation, les hôpitaux universitaires notamment, mais pour autant, pour moi, c'était inconcevable qu'on puisse faire tout son internat uniquement à l'hôpital sans aller voir comment ça se passe à côté. Et c'est là que les premières conventions ont été passées avec les doyens dans certaines universités, certaines facs de santé, pour ouvrir des terrains de stage dans le privé. Et moi, à l'époque, j'avais dit, si vous prenez des internes, vous prenez des externes. Parce qu'il ne faut pas juste prendre des gens qui vont faire de l'activité, il faut aussi prendre des étudiants qui ne font pas d'activité, mais qui sont là pour regarder, pour qu'ils puissent comprendre comment ça se passe. Mais c'est hyper important. Moi, je regrette profondément de ne pas avoir mis les pieds dans un cabinet de neurologue libéral pendant toutes mes études. J'aurais peut-être adoré ça. J'ai fait toutes mes études à l'hôpital. Alors, un neurologiste ne pratique pas en clinique, mais si ça avait été une autre discipline, ça aurait été intéressant. Ma femme a fait un internat de gynéco-obstétrique, elle a fait un stage dans un secteur semi-privé, elle a adoré, d'ailleurs elle est partie y bosser. Donc ça peut être hyper intéressant dans le parcours professionnel, dans le parcours d'études, d'y passer. Donc ça se développe ça, hein, c'est pas contradictoire. Hein. Et développer des stages en ambulatoire, c'est important. Donc vous voyez, on n'est pas en désaccord. Il me semble que vous êtes à l'origine de l'expérimentation sur les hôtels hospitaliers. Oui. Est-ce que vous avez une idée à peu près précise de bénéfices que va en tirer l'assurance maladie? Et puis, est-ce qu'on a une évaluation de ce qui a été fait? Puisque ça a existé depuis, je pense, une 30aine d'années à l'Hôtel Dieu, à Toulouse, et actuellement à l'IGR, il me semble. Alors, merci de compléter. Vous avez bien complété votre question. J'allais vous dire, je suis à l'initiative de rien. Hein.
Comme législateur, j'ai vu qu'il y avait un dispositif qui existait à l'étranger, qui avait été expérimenté en France dans certains territoires, et qu'il était plutôt sympa d'essayer de le reconnaître dans la loi, parce que l'évaluation de l'hôtel hospitalier, si on prend l'expérience de l'Hôtel Dieu, ils ont fait un questionnaire auprès des malades, je crois qu'ils ont 90% de satisfaction, alors même que dans les 2 tiers des cas, c'est les malades qui payent de leur poche. Puisque dans 1 tiers des cas, c'était les complémentaires santé qui prenaient en charge, dans l'autre cas, les gens payaient. Malgré ça, ils étaient contents. Donc c'était un truc qui était pas mal, mais qui s'est arrêté parce que, faute de financement, c'était compliqué. Ça répond à un objectif qui est de développer la médecine et la chirurgie ambulatoire. Ça répond surtout, un peu pour revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure, monsieur, qui était de dire la médecine de qualité à côté de chez soi. Quand vous êtes à risque d'accouchement prématuré, vous allez être, si vous habitez à 500 mètres d'une maternité de niveau 2 ou niveau 3, vous allez rester chez vous jusqu'au dernier moment où vous allez faire la menace d'accouchement prématuré et vous allez être admise à la mat. Mais si vous habitez à 60 km, on va vous faire venir 3 semaines avant en obstétrique, dans un lit à l'hôpital, au cas où. Cette inégalité d'accès territorial, elle peut être gommée en permettant aux gens de venir non pas dans un service médicalisé, avec tout ce que ça comporte, la visite le matin, le thermomètre, la vie privée, les infections nosocomiales, etc., mais tout simplement de venir dans une structure qui est proche de l'hôpital et qui est démédicalisée. Donc l'idée un peu née de ce truc-là. C'est pareil pour la chirurgie de cancéro. Si vous faites une chirurgie de cancer du sein ou avec une cicatrice à montrer tous les matins, vous n'êtes pas obligé de rester nécessairement à l'hôpital. La preuve, c'est que si vous habitez à côté de l'hôpital, vous rentrez chez vous. Mais si vous habitez à 100 km parce que vous êtes venu vous faire opérer pour un truc un peu costaud, vous êtes obligé de rester à l'hôpital. En discutant avec la FHF, qui essayait depuis des années de pousser cet amendement, et comme j'étais cette année rapporteur, j'ai dit on y va. Mais alors, si je pourrais vous faire l'historique du truc, mais c'est très compliqué de faire des innovations en santé. C'est très compliqué. On a 2 grosses administrations, la santé et Bercy. Alors quand vous faites un truc qui est au chemin entre les deux, parce que vous parlez de financement en santé, je ne veux pas trahir un secret, mais c'est parce que, en grosse partie, parce que la presse s'est intéressée à ce truc-là, qu'ils ont trouvé l'idée intéressante, que les arbitrages sont passés au vert. Donc ça pose des questions d'ailleurs sur notre façon d'arriver à réformer le monde de la santé. Mais voilà, c'est une idée qui existe déjà sur le terrain. On en parlait tout à l'heure, initiative de terrain qui a montré que ça fonctionnait, qui est plébiscitée par les malades qui l'utilisent et qu'il faut être capable de pousser, de développer. Donc ce que j'ai permis par la loi, c'est d'une part d'avoir des fonds permettant aux hôpitaux de financer tout ou partie de ces structures lorsqu'elles les créent, dans un cadre expérimental qui sera bien cadré. Ça, on peut faire confiance à l'administration pour nous mettre un truc très cadré. Et de l'autre côté, permettre aux malades qui seront dans ces hôtels d'être remboursés. Donc ils n'avanceront pas les frais. Enfin, ou ils avanceront peut-être les frais, mais ils seront pris en charge par la Sécu. Mazen Elzabi, LFB. Dans vos propositions et dans les discussions qui ont eu lieu ici, on a parlé de faire sortir les patients de l'hôpital avec l'hospitalisation dans un hôtel à proximité ou la prise en charge par le réseau de ville. Est-ce que cette modification finalement du circuit, du parcours de soins a permis de réaliser réellement des économies à l'hôpital? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive de toute façon générale à rapprocher davantage les libéraux de l'hôpital. Il faut qu'ils se parlent plus. Il y a des réciproquement. Je suis allé parler. Réciproquement. Bien sûr. Je suis allé parler il y a 3 semaines devant 40 jeunes directeurs d'hôpitaux. Je ne sais plus dans un hôtel, je ne sais plus où à Paris. Où je leur disais, il faut davantage. Ils m'ont dit, mais attendez, on le fait, nous ça marche très bien chez nous, puis nous on fait ça. J'ai l'impression que ça marche très bien quand on en parle aux gens, sauf que quand on en parle aux patients, ils n'ont pas l'impression que ça marche très bien. Donc, où il faut améliorer la com, où il faut vraiment améliorer les relations entre la ville et l'hôpital. À mon avis, c'est plutôt la relation ville-hôpital qu'il faut améliorer. Mais c'est vachement compliqué, quoi. Quand vous parlez d'un courrier de sortie qui bosse à l'hôpital, quand vous faites votre visite le matin avec vos 20 malades à voir, que vous faites les ordonnances de sortie, bientôt vous serez obligé de coder le résumé d'unité médicale pour que ce soit tarifé, que le patient sorte avec sa facture. Ça va être compliqué, ça. Hein. Si en plus vous devez avoir fait votre courrier qui est dicté, qui est tapé par une secrétaire, que vous corrigez avant que le patient sorte, ça devient un peu compliqué. Donc je pense qu'il faut se servir des nouveaux outils pour y arriver. Donc il y a l'idée du DMP, si ça finit par fonctionner, c'est plutôt pas mal. Ça permettrait d'avoir un outil de communication plus rapide.
ou peut-être des outils. Beaucoup d'hôpitaux sont maintenant à la pointe en termes d'informatisation et arrivent à avoir des dossiers médicaux online, enfin pas online, mais sur Word et sortir des fiches d'hospitalisation rapidement. D'autres tout simplement s'appellent. Moi, ça m'arrive d'embêter le médecin généraliste de mon patient quand je l'ai en consultation pour le prévenir, pour l'appeler. Je me suis jamais fait engueuler, donc je pense que ça peut aussi marcher. D'autres utilisent des logiciels cryptés comme AppyCrypt. Les médecins libéraux disent qu'est-ce que vous nous emmerdez avec des trucs hyper complexes. On a un machin qui est codé, qui marche super bien. Par mail, on peut communiquer. Moi, je dirais à nouveau, il faut essayer d'aller développer quelque chose de structuré, de bien. Le DMP, je pense que ça peut y répondre, mais tout en étant, dans le même temps, assez accompagnateur pour toutes les démarches de terrain et toutes les dynamiques qui se mettent au niveau local pour améliorer les relations ville-hôpital. Mais je crois qu'il y a du boulot. Mais c'était aussi un peu ça l'idée du service territorial, de dire on met davantage les gens autour de la table pour que les gens se parlent plus souvent, mieux et échangent plus autour de leurs malades. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans... Vous m'avez parlé d'économie et je vous ai répondu sur un truc à côté. Je ne voulais pas finir sur un truc d'économie, c'est dommage. Merci en tous les cas de ta présence et voilà, on respecte les...